Chapitre 1. Les échos au crépuscule. L'air de fin octobre était teinté d'une fraîcheur mélancolique, de celle qui embaumait les feuilles mortes et la pierre humide. Une brume montait de la Charente tandis que le crépuscule glissait doucement sur la campagne française, enveloppant de ses doigts vaporeux le paisible hameau de Saint-Cyr-sur-Valois. Les chevaux piétinaient langoureusement les chemins boueux, volets clos pour empêcher la nuit de s'approcher, et quelque part au loin les cloches de la chapelle Saint-Éloi sonnaient 6 heures. Le loin, Château-Noir se dressait tel un théâtre abandonné attendant son dernier acte. Cette tourelle abrupte et son toit d'ardoise noire comme un corbeau perçaient les nuages tels des flèches gothiques, et le lierre rampait sur la façade comme des veines, rampant vers les fenêtres fermées et les gouttières sculptées de gargouilles. Pour un voyageur sans prétention, il aurait pu apparaître comme une relique perdue dans le temps, mais pour les villageois contrebas, il était loin d'être oublié. Château-Noir avait ses légendes, des murmures de voix derrière les murs, des lumières vacillantes à des heures indécentes, des secrets gravés dans la pierre. Et ce soir-là, le château était tout sauf abandonné. À l'intérieur, le salon scintillait de lumière et de conversation. C'était un long espace sonore tapissé de portraits ancestraux et de lourdes tapisseries. Un grand tapis oriental étouffait le bruit des pas, et d'épais rideaux de velours adoucissaient l'acoustique. Malgré cela, un observateur attentif aurait pu remarquer quelque chose d'étrange. Un mot ou une toux occasionnelle semblait rebondir étrangement sur le mur du fond, comme s'ils y trouvaient un écho ou une réponse. Lady Vivienne Martel, maîtresse de Château-Noir, était assise sous le grand portrait au cadre doré de son défunt mari. Grande femme d'une 50aine d'années, ses cheveux argentés étaient relevés en un élégant chignon, son expression aussi immobile et majestueuse que les bustes de marbre du hall d'entrée. Elle remuait son thé sans le boire. En face d'elle, le commandant Giles Martel était adossé à un fauteuil à oreilles en cuir, sa moustache militaire hérissée par le murmure des voix. Il était le beau-frère de Lady Vivienne et le seul Martel encore en vie. Bien qu'il ait pris sa retraite de la marine 10 ans plus tôt, il portait le formalisme comme une seconde peau. « Je continue de dire, gronda Giles, que tout ce week-end est une sacrée erreur. » Lady Vivienne esquissa un mince sourire. « Parce que le château est hanté, Giles, ou parce que vous craignez que la vérité ne refait surface après toutes ces années ?» Il la fusilla du regard mais ne dit rien. La conversation s'est poursuivie dans quelques espaces de la pièce. Le docteur Pérez conversation avec Henri Vallon, l'avocat de la famille. Tous deux avaient la 60aine et leur voix avait le timbre suave des Parisiens cultivés. Au piano à queue près de la fenêtre, Juliette Martel, la fille du premier mariage de feu Lord Martel, jouait distraitement une mélodie. Elle était pâle tel un oiseau et semblait perpétuellement anxieuse, comme si chaque note pouvait évoquer quelque chose de terrible. Non loin d'elle se tenait Paul Delange, un historien d'art bordelais en visite, aux cheveux bruns hirsutes et au regard perdu dans ses pensées. Son regard pour l'instant était fixé non pas sur les tableaux mais sur Claire Beaumont, la nouvelle compagne du château et secrétaire de Lady Vivienne. Claire était jeune, intelligente et d'une sérénité désarmante. Vêtue de gris tourterelle, elle se fondait dans l'élégance de la pierre de la pièce, mais son regard exprimait une vigilance silencieuse. Alors que l'horloge du grand-père sonnait la demi-heure, le dernier invité arriva. Madame d'Aubigny, veuve de l'ancien magistrat du village, entra dans la pièce avec l'air de quelqu'un habitué à être à la fois ignoré et obéi. Elle serrait à la main une lettre froissée, jaunie et scellée d'une marque de cire effacée. « J'ai trouvé ça », annonça-t-elle d'un ton dramatique, derrière la plainte de la chambre bleue. Lady Vivienne s'assit plus droite. « Derrière le mur ?» demanda Giles en se levant. « Si bien coincé que je pensais qu'il faisait partie de la boiserie. Mais il s'est détaché pendant que ma femme de ménage époussetait. Il est adressé, curieusement, à Monseigneur Lucien Martel. » La pièce devint silencieuse. Lucien Martel. Son nom flottait dans l'air comme un fantôme. Le cadet. Le fils prodigue. Le scandale. Lucien avait disparu de Château-Noir 17 ans auparavant, sans explication ni adieu. Les rumeurs abondaient. Certains disaient qu'il s'était enfui avec une femme mariée, d'autres qu'il s'était suicidé dans l'aile ouest hantée. La famille n'avait jamais confirmé ni l'un ni l'autre.
Lady Vivienne tendit la main vers la lettre, mais Madame d'Aubigny la tenait juste hors de sa portée. « Je pense que vous devriez tous le lire. » Giles marmonna quelque chose d'inintelligible. Madame d'Aubigny brisa le sceau. Sa voix, autrefois théâtrale, devint soudain plus basse. « Si vous lisez ceci, alors je suis probablement mort. On dira que je suis parti par honte ou par lâcheté, mais la vérité est pire. Le château n'est pas ce qu'il paraît. Les murs murmurent, certes, mais ce ne sont pas des fantômes qui parlent. Ce sont des secrets dangereux. J'ai peur pour Juliette, et j'ai peur que ce que je sais disparaisse avec moi. Mais je dois le consigner. Un jour, quelqu'un de plus intelligent que moi le découvrira. » Il y eut un silence. Juliette se leva en tremblant. « C'est l'écriture de Lucien, » murmura-t-elle. Demanda doucement. Cette chambre bleue était-elle fermée à clé depuis sa disparition? Lady Vivienne hocha lentement la tête. « Oui, nous l'avons scellée après son départ. Nous ne l'avons rouvert que cet été. » Le commandant Giles jura dans sa barbe. Madame d'Aubigny plia la lettre et la déposa sur la cheminée. « Ce qui s'est passé il y a 17 ans n'est pas terminé. Ceci, elle désigna la lettre d'un geste, n'est que le début. » Comme pour appuyer ses paroles, un faible gémissement résonna quelque part derrière le mur. Les invités se figèrent. Le gémissement s'estompa, puis le silence. « C'est impossible, » a déclaré le docteur Lemoine. « Il n'y a pas de ventilation dans ce mur. » Mais le silence semblait désormais plus lourd, comme s'il écoutait. Et c'est dans cette tension, cette maison de murmures et d'inachevé, qu'un certain petit détective belge, impeccablement vêtu, allait bientôt arriver. Pas encore, mais bientôt. Et lorsqu'il arriverait, il écouterait les murmures. Il observerait, il noterait. Et, utilisant ses petites cellules grises, il déterrerait ce qui se cachait dans les murs de Château Noir. Chapitre 2. La disparition dans l'aile ouest. C'était le lendemain matin, et la lumière qui traversait les étroites fenêtres du Château Noir avait une teinte étrange et maladive. Un or pâle teinté d'ombre. Le château, perché au sommet de son ancienne crête, était un lieu qui ne semblait jamais appartenir entièrement au présent. Même la lumière du soleil, semblait-il, arriver à contre-cœur. Juliette Martel se réveilla en sursaut. Sa chambre dans l'aile ouest, spacieuse, haute de plafond et surdécorée dans le style Louis XV, l'avait toujours mise mal à l'aise. Le parquet craquait sous aucun poids. Le papier peint, damassé bleu et crème délavé, commençait à se décoller dans un coin, révélant un plâtre marbré en dessous. Et, parfois, lorsqu'elle éteignait la lampe et tendait l'oreille, un bruit se faisait entendre, ni celui des souris, ni celui du vent. Autre chose, un léger tapotement, un murmure qui semblait provenir de l'intérieur même des murs. Elle se redressa, le cœur battant. Les tapotements avaient cessé. Tout était silencieux à l'exception du bruit de sa respiration. Prenant sa robe, Juliette se dirigea vers la fenêtre et écarta le rideau. Dehors, la brume recouvrait le parc comme un voile de mystère. Les taupières ressemblaient à des sentinelles silencieuses. En contrebas, près de la fontaine de la cour centrale, une silhouette s'avançait. Petite, nette, reconnaissable entre toutes. L'homme portait une canne et un chapeau légèrement incliné. Même à cette distance, son élégance était palpable. Juliette sentit immédiatement intriguée. Ce n'était pas la mention d'un fantôme, ni la référence à un homme disparu qui avait piqué sa curiosité, mais la formulation. Ce ne sont pas les fantômes qui murmurent, monsieur Poirot, c'est la culpabilité. Cela, il l'avait trouvé irrésistible. Et ainsi il se tenait maintenant dans la cour de gravier du Château Noir, fixant sa façade sombre avec l'œil froid d'un homme qui ne faisait pas confiance à la superstition, mais à la psychologie. À côté de lui, son ami de longue date, le capitaine Arthur Hastings, descendit de la voiture de location en gémissant. « Eh bien, Poirot, dit Hastings, en regardant autour de lui, c'est un endroit lugubre, plus que j'en ai jamais vu. Qu'en penses-tu? » Poirot ajusta ses gants et répondit « C'est très intéressant, mon ami, une maison pleine de secrets. Et là où il y a des secrets, il y a souvent du crime. »
Ils furent accueillis à la lourde porte en chêne par Claire Beaumont, dont les manières calmes impressionnèrent immédiatement Hastings. « Lady Vivienne vous attend, monsieur Poirot. Par ici, s'il vous plaît. » Elle les conduisit à travers le hall d'entrée résonnant et dans la salle du matin, un espace un peu moins oppressant où la lumière du feu adoucissait les bords des murs de pierre froids. Lady Vivienne se leva à leur entrée. Vêtue de violet foncé, elle portait une broche en améthyste accrochée à son col. Son accueil fut chaleureux, mais vif. « Merci d'être venu, monsieur Poirot. Je réalise à quel point ma lettre a dû paraître inhabituelle. » Poirot inclina la tête. « Au contraire, madame, c'était très convaincant. Vous dites que votre beau-frère a disparu il y a 17 ans, et maintenant il y a une lettre, un avertissement, une menace ?»« Peut-être, dit-elle. Nous avons trouvé la lettre hier. Elle était cachée derrière un panneau mural dans la chambre bleue. Et cette pièce est fermée à clé depuis 17 ans ?» Elle hocha la tête. « Jusqu'à cet été. On l'a enfin rouvert. J'avais prévu une réunion de famille ce week-end. Je pensais qu'il était temps de laisser les fantômes tranquilles. » La moustache de Poirot se contracta. « Il est toujours dangereux de réveiller de vieux fantômes, madame. Ils ressemblent un peu à des frelons. Quand on dérange leur nid... » Il laissa la phrase en suspens. Hastings, toujours son chapeau serré, semblait vaguement mal à l'aise. « Et puis ce matin, ajouta Lady Vivienne, la voix soudainement plus basse, il s'est produit autre chose. » Poirot pencha la tête. « Ma nièce Juliette, elle a disparu. » L'aile ouest du Château Noir était, aux yeux de Poirot, la partie la plus négligée de la maison. Invisibles. Claire conduisit Poirot et Hastings dans la chambre de Juliette. Son lit était soigneusement fait, sa chemise de nuit pliée aux pieds. Ses pantoufles étaient rangées près de la cheminée. Son sac à main reposait sur la coiffeuse. Il n'y avait aucun signe de lutte, mais aucun signe de départ non plus. La femme de chambre lui a apporté le petit déjeuner à 8 heures, expliqua Claire. Elle a frappé plusieurs fois, pas de réponse. Elle a essayé d'ouvrir la porte, elle n'était pas verrouillée. Quand elle est entrée, la chambre était vide. « Des fenêtres ?» demanda Poirot en s'approchant pour les inspecter. Claire fit un geste. « Verrouillées de l'intérieur. Et la chute jusqu'au sol est de près de 9 mètres. » Poirot examina attentivement le loquet, puis il se retourna scrutant les murs. « Il n'y a pas d'autre sortie ?»« Aucun. » Poirot tapota un panneau près de l'armoire. Un son sourd et creux en résonna. « J'aimerais examiner les plans du château, si de tels documents existent, » dit-il doucement. « Et peut-être parler au personnel. » Il se tourna vers Hastings. « Voyez-vous, mon ami, la dame qui disparaît. C'est un problème classique, mais avec très peu de solutions classiques. Soit elle est partie d'elle-même et a réussi à disparaître, soit... » « Ou quoi ?» demanda Hastings. « Ou alors les murs ici à Château-Noir ne sont pas aussi solides qu'ils le paraissent. » Dans la salle à manger ce soir-là, l'attention planait sur le dîner comme un nuage d'orage. Le docteur Lemoine était venu examiner la chambre de Juliette et avait déclaré la disparition très étrange, mais pas immédiatement alarmante. Le commandant Giles, cependant, avait un point de vue différent. « C'est n'importe quoi, aboya-t-il. Elle est partie se promener. Elle est bouleversée. Cette lettre est ridicule de Lucien, probablement un faux. » Madame d'Aubigny renifla bruyamment. « Falsifiée par qui? La maison était scellée. » « Vous avez toujours tendance à croire aux fantômes et aux malédictions, madame, » rétorqua Giles. « Mieux vaut cela que de croire qu'il n'y a aucun danger alors qu'il y en a clairement un, » rétorqua-t-elle. Poirot observait tout cela avec intérêt, beurrant délicatement un petit pain. Lorsque la pièce fut silencieuse, il parla. « Pardonnez-moi, dit-il, mais je voudrais poser à chacun d'entre vous une question simple. Quand avez-vous vu mademoiselle Juliette pour la dernière fois ?» Il y eut un murmure. « Je l'ai vue hier soir juste avant le dîner, » a déclaré Paul Delange. « Elle m'a croisé dans l'escalier. Elle m'a dit bonsoir dans le salon, » a ajouté Claire. « Je l'ai entendu jouer du piano tard, » expliqua Lady Vivienne. « Vers 11 heures. »« Et vous, commandant ?» Giles hésita. « Non, je ne l'ai pas vue hier soir. »« dit Poirot en époussetant les miettes de son gilet. Très curieux. Il se leva. « Il est tard.
Je commencerai mes entretiens complets demain, mais ce soir je ne demanderai qu'une chose, que personne ne quitte les lieux et que personne n'entre dans l'aile ouest. Les invités échangèrent des regards inquiets. Alors qu'ils se dispersaient pour la soirée, Poirot resta dans la salle à manger, seul avec Hastings. « Eh bien ?» dit Hastings en versant un cognac. « Qu'en pensez-vous ?»« Je pense, » dit Poirot, « que le château ressemble à un décor de théâtre, et la représentation a déjà commencé. Mais le public ne voit que ce que les acteurs permettent. Et Juliette ?» Poirot se tenait là, les yeux fixés sur le feu. « Mademoiselle Juliette n'a pas disparu, c'est clair. La question, Hastings, est de savoir qui voulait sa disparition. Et pourquoi maintenant, après 17 ans de silence ?» Dehors, le vent gémissait dans les arbres, et quelque part dans le vieux château, un murmure résonnait sur le plâtre, un bruit qui aurait pu être celui de l'air dans la cheminée, ou une voix derrière un mur. Chapitre 3. L'ombre derrière la tapisserie. Le lendemain matin, le ciel était sombre et gris. Les nuages bas planaient au-dessus de Château-Noir, enveloppant le domaine d'un silence pesant. Le personnel circulait silencieusement dans les couloirs, et le petit déjeuner servi dans la salle à manger était discret. Les couverts en argent tintaient contre la porcelaine fine, mais les conversations étaient étouffées. Chaque invité jetait des coups d'œil furtifs à Poirot, comme s'il espérait que le grand détective dénoncerait tout malentendu, que mademoiselle Juliette surgirait à tout moment avec une histoire de mésaventure. Mais elle ne l'a pas fait. Poirot, imperturbable face à la tension ambiante, déjeuna avec une concentration remarquable. Il était impeccablement vêtu comme toujours. Son costume gris tourterelle impeccable, sa moustache parfaitement épilée. Il pela délicatement un œuf à la coque avec la précision d'un chirurgien et sirota son café pensivement. « Dites-moi, mademoiselle Claire, dit-il en regardant de l'autre côté de la table. Vous avez été parmi les dernières à voir Juliette Martel, n'est-ce pas ?» Claire Beaumont hocha la tête, le regard fixe. « Oui, monsieur Poirot, vers 10h30. Elle revenait du piano et paraissait plutôt pâle. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a répondu qu'elle avait mal à la tête et qu'elle allait se coucher. Est-ce qu'elle avait l'air effrayée ? Non, distrait peut-être, mais pas effrayée. Merci, dit doucement Poirot. Giles Martel s'éclaircit la gorge avec un grognement irrité. Tous ces entretiens sont inutiles. Elle s'est enfuie. Cette fille a toujours été un peu instable. Elle vit dans le passé. Elle s'accroche à des bêtises sur son père. Et le pauvre sentimental. Ce n'est pas une enfant, Giles, rétorqua Lady Vivienne. Elle ne disparaîtrait pas sans un mot. Poirot se leva de sa chaise. Vous avez raison, madame. Elle ne le ferait pas. Je vais donc commencer mon enquête sérieusement. Hastings avec moi, s'il vous plaît. L'aile ouest était froide et inhabituellement silencieuse. Poirot commença par la chambre de Juliette. Il inspecta chaque recoin, tapotant les murs et le plancher avec une petite canne à bout d'argent. Hastings observa, perplexe. « Tu penses vraiment qu'il y a un passage caché ?» demanda-t-il. « Mon ami, » dit Poirot, « dans une maison aussi ancienne, les secrets sont ancrés dans les fondations. » Il s'arrêta près du mur du fond, celui qui bordait la bibliothèque désaffectée. « Ce panneau, » murmura Poirot. « Voyez-vous comme le grain diffère légèrement. Et cette partie, touchez-la, elle est moins froide. » Hastings le toucha. « Tu as raison. Et, attends, il y a une légère ligne ici, une couture. » Poirot hocha la tête. « En effet, explorons la question plus en détail. » Il passa ses doigts le long du bord du panneau et après quelques instants de prudence, il appuya sur une section près du coin supérieur droit. Il entendit un léger clic. Au bruit du bois qui bougeait, une porte étroite s'ouvrit vers l'intérieur, révélant un passage sombre au-delà. « Bon Dieu !» souffla Hastings. Poirot sortit une petite torche de la poche de son manteau et entra. Le passage était exigu et poussiéreux, l'air chargé d'une odeur de vieille pierre et de pourriture sèche. Les murs étaient bruts, couverts de plâtre taché par le temps, et çà et là, des poutres saillies à des angles étranges. Il marchait lentement, le faisceau de la torche de Poirot perçant l'obscurité. « Il s'étend derrière toute l'aile ouest, » marmonna Hastings. « Oui, j'imagine qu'il était autrefois utilisé par les domestiques, mais maintenant, il sert à autre chose. »
Ils débouchèrent dans la vieille bibliothèque, désaffectée et fermée, où la pièce sentait le moisi et les objets oubliés. Les livres sur les étagères étaient gondolés par l'humidité et la grande tapisserie accrochée au mur nord remuait faiblement, malgré l'absence de vent. Poirot s'approcha. Il le fixa, puis l'écarta doucement. Là, encastré dans le mur, se trouvait un étroit panneau de bois, taché, rayé, et plus inquiétant encore, maculé d'une substance sombre et sèche. « Du sang ?» demanda Hastings dans un murmure. Poirot l'examina attentivement. « C'est possible, mais pas récent. Cette tache est ancienne, très ancienne. Regardez ici, sous la tapisserie, gravée dans le bois. » Hastings se pencha. Là, à peine visible, se lisaient 4 mots. Il regarde à travers les murs. Quelqu'un le surveille. Un bruit derrière eux fit sursauter Hastings. Il se retourna vivement, mais seul Claire Beaumont se tenait sur le seuil. « J'ai entendu des voix, » dit-elle. « J'ai suivi tes traces. » Poirot lui fit signe d'avancer. « Vous êtes très observatrice, mademoiselle. Dites-moi, êtes-vous déjà entrée dans cette pièce? » Claire hésita. « Une fois. Lady Vivienne m'a amené ici à mon arrivée pour me montrer les vieilles archives familiales. Mais la pièce sentait le renfermer. Elle était abandonnée. Nous sommes partis rapidement. Et la tapisserie? » Elle le regarda puis fronça les sourcils. « C'était différent. Je crois que c'était différent. Il y avait une scène de chasse avant. » Poirot et Hastings échangèrent un regard. « Alors, quelqu'un est venu récemment, » dit Poirot. « Quelqu'un a changé la tapisserie. Pour cacher ça. » Claire le fixa. « Mais pourquoi? » Poirot se tourna vers le panneau secret. « Parce que, mademoiselle, ce passage, ce mur, il cache bien plus que de simples souvenirs. Je crois que Lucien Martel a peut-être découvert quelque chose il y a 17 ans. Quelque chose qui vaut la peine de tuer pour lui. » De retour au salon, Poirot demanda à tous les invités de se rassembler. Ils sont venus à contre-cœur, sentant un changement d'humeur. Lady Vivienne, impassible mais vigilante, Giles, figé par l'agacement, le docteur Lemoine, grave et silencieux, Madame d'Aubigny, triomphante comme si les fantômes lui avaient donné raison. Paul Delange et Claire se tenaient silencieusement à l'écart, le premier s'agitant nerveusement. « Il y a quelque chose que vous devez tous comprendre, » commença Poirot. « Ce n'est pas une histoire de fantôme. Ce n'est pas non plus simplement l'histoire d'une jeune fille disparue. C'est une question d'héritage, de silence et d'un très vieux mensonge. » Tout le monde était immobile. Il y a 17 ans, Lucien Martel a disparu. Mais je crois qu'il a laissé derrière lui plus qu'une lettre. Il a laissé des preuves, des indices cachés, peut-être même une trace de ce qu'il craignait. Il marqua une pause, laissant cette idée pénétrer dans sa mémoire. Et maintenant Juliette Martel est partie. Pas par hasard, pas par caprice, mais parce que je crois qu'elle a découvert quelque chose. Giles se leva brusquement. « Que suggérez-vous exactement, monsieur Poirot? » Poirot le fixa du regard. « Je suggère, monsieur Martel, que le château lui-même a été construit dans un souci de discrétion. Romantique. »« Non, docteur. C'est tout à fait littéral. » Poirot se retourna et se dirigea vers la cheminée. Il reprit la lettre de Lucien. « Le château n'est pas ce qu'il paraît. Les murs murmurent, certes, mais ce ne sont pas les fantômes qui parlent. » Il regarda autour de la pièce. La question est maintenant, qui a écouté? Et qu'ont-ils entendu il y a 17 ans et hier soir? Il y eut un silence, puis de quelque part très haut, dans l'aile ouest, un léger bruit sourd retentit. Une chaise qui gratte. Une porte qui claque. Poirot et Hastings échangèrent un regard. « Vite !»
dit Poirot en se dirigeant vers l'escalier. « Quelqu'un ne veut pas que la vérité soit découverte. » Et tandis qu'il montait le vieil escalier de pierre, les murs du château noir semblaient bourdonner de vie, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Chapitre 4. Les secrets de la cave. L'escalier menant à l'aile ouest craquait sous les chaussures cirées de Poirot tandis qu'il montait avec une hâte inhabituelle, Hastings sur ses talons. Chaque pas résonnait dans le silence, un coup sourd solitaire dans l'air épais du couloir supérieur du château. Les invités du dessous ne les avaient pas suivis. Que ce soit par peur, par suspicion ou par simple épuisement, ils étaient retournés dans leur chambre, laissant Poirot et Hastings seuls à la poursuite du mystère. Mais pour le petit Belge, cette maison n'était pas ordinaire. C'était un piège, un théâtre, un labyrinthe de souvenirs et de tromperies. Au palier supérieur, ils s'arrêtèrent. « Le bruit venait d'ici, » murmura Poirot. « De l'aile ouest encore, toujours l'aile ouest. » Hastings essaya une poignée de porte. Elle était verrouillée. Poirot, avec ses doigts délicats, en testa un autre. Celui-ci céda avec un grincement réticent. La pièce était inoccupée. De la poussière sur le bureau, un rideau de dentelle tombant à la fenêtre. Mais personne à l'intérieur. Ils fouillèrent rapidement le couloir, vérifiant derrière les portes, guettant tout mouvement, et c'est alors qu'Hastings le remarqua. « Poirot, regarde ici. » Le long du mur, près du sol, une légère trace de rayure courbait le long de la plinthe. « Très subtil, dit Hastings, comme quelque chose de lourd qu'on traîne, ou quelqu'un qui essaie d'ouvrir quelque chose qui colle, murmura Poirot. Il s'accroupit et examina le mur. Là, sous les lambris décolorés, une couture à peine visible traversait verticalement les panneaux. Il appuya doucement. Rien. Puis, comme s'il se souvenait, l'air était d'idérer plus froid. Hastings hésita. « Où pensez-vous que cela mène ?» Poirot entra. « En bas, mon ami. Toujours en bas. C'est là que les secrets s'enfoncent, non? Dans les caves. » La cave du Château Noir était un vestige d'une époque révolue. Des arches en pierre sculptée soutenaient le poids de la maison, et l'humidité s'accumulait sur toutes les surfaces. L'air sentait le moisi et le fer, la terre et les objets oubliés. La torche Poirot jouait sur des casiers à vin rouillé, de vieux fûts scellés à la cire, et des caisses de registres et de documents. Et puis, ils ont trouvé la porte. Bois renforcé, charnière en fer, verrouillée. Poirot l'examina. Un vieux caveau peut-être. Mais pourquoi fermer de ce côté-ci? Il s'agenouilla et fouilla dans sa poche pour en sortir un petit paquet d'outils. Quelques instants plus tard, la serrure s'ouvrit avec un déclic. La porte s'ouvrit vers l'intérieur avec un sifflement d'air vicié. Ce qui se trouvait à l'intérieur était inattendu. Une petite pièce, d'à peine 3 mètres carrés, avec des murs en pierre et un unique tabouret au centre. Il n'y avait ni fenêtre, ni issue au-delà de celle par laquelle ils étaient entrés. Une lanterne était accrochée à une patère, et sur le mur du fond griffonnaient à la craie ces mots. « La justice parle, le silence tue. » Poirot s'approcha lentement. « Ce n'est pas une cave à vin, dit-il. C'est une cachette, ou une prison. » Il baissa les yeux vers le sol. De la paille, une vieille couverture, une tasse en fer blanc. Hastings pâlit. « Tu veux dire que quelqu'un était retenu ici ?» Poirot hocha la tête. « Ou caché ici. Peut-être Lucien. » Il se tourna de nouveau vers le mur. « Ces marques à la craie datent de plus de 17 ans. Je parie que quelqu'un est passé ici ces derniers jours. » En sortant du coffre, Hastings prit un air sombre. « Mais qui, Poirot? Et pourquoi se cacher ici ?» Poirot s'arrêta dans l'escalier, pour écouter, pour attendre, ou peut-être pour passer inaperçu. Puis il s'est arrêté soudainement. D'en haut vint une voix, Claire Beaumont. « Monsieur Poirot !» Ils se précipitèrent dans le passage, émergeant une fois de plus derrière la vieille tapisserie de la bibliothèque. Claire attendait, le visage pâle. « Venez vite, dit-elle, c'est Madame d'Aubigny. Il s'est passé quelque chose. » Dans le salon, ils trouvèrent les invités rassemblés en groupe nerveux. Madame d'Aubigny se tenait près du foyer, tremblante, son mouchoir pressé contre ses lèvres. « Elle a entendu une voix, murmura Claire, dans sa chambre. Elle a dit que ça venait de l'intérieur du mur. » Poirot s'approcha calmement. «
Madame, pouvez-vous me dire exactement ce que vous avez entendu? Je venais de finir de me déshabiller, dit madame d'Aubigny, la voix tremblante, quand je l'ai entendu juste derrière mon lit. Il disait, ne leur faites pas confiance. C'était tout. Tout le monde regardait. Poirot se tourna vers Lady Vivienne. Puis-je voir la chambre de madame d'Aubigny, madame? Bien sûr, dit-elle. La chambre se trouvait au fond du couloir, grande, somptueusement aménagée mais curieusement située contre la partie la plus ancienne du château. Poirot se dirigea droit vers le mur derrière le lit. Il tapota, écouta. Un autre passage, murmura-t-il. J'en suis certain. Puis il remarqua quelque chose. Le papier peint, près du coin, avait été récemment déplacé. Une partie s'était légèrement décollée. En le décollant, on a découvert un petit espace dans la maçonnerie. Et à l'intérieur, il y avait un papier plié. Poirot le récupéra délicatement. C'était une autre lettre, de l'encre délavée. Une date, 18 octobre 1908. Il lut en silence, puis recommença, et finalement, il leva les yeux. « Eh bien, demanda Hastings. L'expression de Poirot était illisible. « C'est une confession, ou le début d'une confession. Un homme, peut-être Lucien, peut-être quelqu'un d'autre, qui écrit sur un crime, un tort commis, et la peur du châtiment. » Lady Vivienne tendit la main vers le journal, mais Poirot le retint. « Pas encore, madame. Rassemblons les faits, pas l'hystérie. » Il plia la lettre et la plaça dans sa poche de poitrine. Cette nuit-là, Poirot se retira dans le bureau et exposa ses pensées. Juliette, disparue. Lucien, disparu il y a 17 ans. Un passage derrière le mur. Une pièce cachée sous la cave. Des voix dans la nuit. Lettres laissées délibérément. Des indices trop soigneusement placés pour être des accidents. Il a joint ses doigts. « Il y a un motif ici, » dit-il à voix haute. « Un motif de culpabilité. Mais qui l'a dessiné ?» Hastings regarda par la cheminée. « Tu crois que Juliette est encore en vie ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Finalement, il a dit « Si elle l'est, c'est parce que quelqu'un le veut. Si elle ne l'est pas, alors nous devons nous demander à qui profite son silence. » Dehors, le vent hurlait à travers les arbres, et quelque part au cœur de Château-Noir, les murs chuchotaient à nouveau. Chapitre 5. Le portrait sans yeux. Le matin se leva à contre-cœur sur Château-Noir, une lumière grise filtrant à travers une bruine qui peignait les murs de pierre d'un n'ait pas tourné une page depuis 20 minutes. Claire servait le thé au samovar, tandis que Lady Vivienne, assise, raide, les doigts croisés sur ses genoux, le regard perdu dans la place vide à table, chez Juliette. Paul Delange jouait avec sa serviette, regardant Claire tous les 2 ou 3 secondes, pensant que personne ne le remarquait. Et madame d'Aubigny, encore visiblement secouée par la voix dans le mur la veille, refusait d'être laissée seule, ne serait-ce qu'un instant. Poirot arriva à 9 heures précises, vêtu d'un costume bleu marine et d'une cravate argentée. Son expression était sereine, même si Hastings remarqua que ses yeux, habituellement calmes et scrutateurs, brillaient maintenant d'une vive concentration. « Bonjour, » dit Poirot, « et merci de votre patience. Je ne vais pas la mettre à l'épreuve plus longtemps. » Personne ne répondit. Même Gilles s'abstint de ses grognements habituels. Poirot sirota lentement son thé, puis le reposa avec précision. « Aujourd'hui, je vais visiter la galerie de portraits. » Cela provoqua un murmure de surprise. Lady Vivienne cligna des yeux. « La galerie? Mais
Elle n'a pas été ouverte depuis des années. Poirot eut un léger sourire. Exactement. C'est pourquoi je tiens à le voir. La galerie de portraits du Château Noir se trouvait dans l'aile sud. Un couloir austère, orné d'autres fenêtres et de boiseries sombres, qui couraient sur toute la longueur du château. Des générations de martels ornaient les murs de peinture à l'huile solennelle, chacune encadrée dans des cadres dorés raffinés qui scintillaient faiblement dans la faible lumière. Claire accompagna Poirot et Hastings à l'intérieur. L'air sentait le vernis, la poussière et la légère odeur acide de toile humide. « Monsieur, » dit Claire, « je me souviens d'avoir catalogué ces objets il y a quelques mois, lorsque la restauration a été proposée. » Lady Vivienne a abandonné l'idée, affirmant que c'était un gaspillage d'argent. Le regard de Poirot parcourut la rangée d'ancêtres, ducs, hommes d'État, généraux et dames aux robes extravagantes. Ses pas résonnèrent légèrement sur le parquet ciré. « Tu vois, Hastings, dit-il doucement, voici les visages. Mais y a-t-il une vérité derrière tout ça? » Puis il s'arrêta. Son regard s'était arrêté sur un tableau, au fond de la galerie. Il représentait un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux noirs, au regard mélancolique et aux longs doigts élégants. La plaque en dessous disait « Lucien, plus le mur derrière. La toile est lâche, murmura-t-il. Regarde, ici, en bas. » Avec précaution, il décrocha le portrait de ses crochets. Derrière, fixée au mur, se trouvait une petite porte à charnière, peinte de la même couleur que le plâtre. Un Judas. Il regardait directement dans la bibliothèque au-delà. Poirot haussa un sourcil. Un poste d'écoute, dit-il, ou un poste d'observation, peut-être autrefois utilisé pour la sécurité, ou peut-être à des fins plus sinistres. Hastings se pencha et regarda par l'ouverture. On voit clairement toute la pièce. La voix de Claire tremblait légèrement. « Tu crois que quelqu'un nous observait d'ici? » Poirot hocha la tête d'un air sec. « C'est possible. » Ou alors il regardait bien avant le début du week-end. Il remit le tableau en place, puis se retourna. « Mademoiselle Claire, veuillez aller chercher Lady Vivienne et le commandant Giles. J'aimerais leur parler en privé. » 10 minutes plus tard, Lady Vivienne et Giles rejoignirent Poirot dans la galerie. Poirot fit un geste vers le portrait de Lucien. « Ce tableau, commença-t-il, a été retouché récemment. Les yeux ont été retirés, et derrière, il y a une ouverture dans le mur. » Vivienne pâlit. « Je ne savais pas. » Giles, au contraire, renifla. « Cela a probablement été installé par l'arrière-grand-père Étienne pendant la guerre. Ces vieilles maisons étaient pleines de pièges, compartiments secrets, tunnels, trous d'observation. » Poirot se retourna lentement. « Et quel était son but, monsieur? Surveiller la bibliothèque ou dissimuler une vérité? » « Je ne sais pas, je ne l'ai jamais utilisé. » La voix de Poirot s'aiguisa. « Et pourtant, seul le tableau de Lucien est abîmé. Pourquoi pas Henri, Auguste ou Charles? » Pas de réponse. Lady Vivienne détourna le regard. Lucien était différent, sensible, il avait des idées. Il parlait d'injustice, de la révélation de péchés anciens. Poirot dit doucement, « Le vieux péché, madame, projette de longues ombres. » Plus tard dans l'après-midi, Poirot était assis avec Hastings dans le salon, un feu crépitant doucement à côté d'eux. « Il y a quelque chose ici, Hastings, » dit-il, « quelque chose de plus profond que le ressentiment familial. Lucien savait quelque chose, peut-être à propos d'un héritage ou d'une trahison, et maintenant, 17 ans plus tard, quelqu'un d'autre le sait aussi. » Il ouvrit le journal qu'ils avaient trouvé dans la cave, un mince volume relié en cuir avec des pages cassantes. « L'écriture de Lucien, » expliqua Poirot, « incomplète, mais accablante. Il parle d'avoir été témoin d'une trahison dans la crypte de la chapelle, d'avoir été sous la 10e cloche, là où Père a tenu sa promesse et en a brisé une autre. » Hastings fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Poirot ferma le livre avec précaution.
Cela signifie que nous devons visiter la chapelle ce soir. Ce soir-là, alors que la pluie commençait à s'abattre sur le toit en ardoise du Château Noir, Poirot et Hastings se dirigèrent vers la petite chapelle en pierre au bord du domaine. La crypte se trouvait en contrebas fermée par une grille en fer et un cadenas massif. Poirot, toujours prêt, avait emprunté le passe-partout à Claire. À l'intérieur de la crypte, l'air était lourd et chargé de moisis, le plafond bas et humide. D'anciennes tombes bordaient les murs. Certaines en ont effacé, d'autres si anciennes que la mousse avait effacé leurs inscriptions. Poirot se dirigea vers l'arrière, où 2 cloches cérémonielles étaient suspendues à une alcôve sculptée au-dessus d'un sanctuaire familial. Il inspecta la base de la 2e cloche. Là, derrière une pierre détachée, il la trouvait. Une pochette en velours. À l'intérieur, une délicate bague en saphir, ancienne mais d'une valeur indéniable. À côté, un document plié, encore lisible à l'encre. Poirot lut en silence. Puis il se leva, les lèvres pincées. « C'est bien ce que je craignais, dit-il doucement. Lucien a trouvé la preuve d'un testament falsifié. Une trahison qui a volé la succession d'une lignée à l'autre. Qui a fait ça? Murmura Hastings. Mais Poirot se retourna seulement pour partir. Demain, Hastings, nous les rassemblerons tous, et alors nous laisserons le murmure des murs devenir la voix de la vérité. Chapitre 6. Le rassemblement dans la grande salle. La grande salle du Château Noir n'avait pas vu une telle assemblée depuis des années. Son plafond voûté dominait les invités tel un toit de cathédrale, les lustres tamisés projetant des ombres vacillantes sur les murs lambrissés de chêne. La longue table de banquet dépouillée de ses nappes et de ses parures avait été repoussée au fond. 12 chaises formaient désormais un demi-cercle autour d'un âtre crépitant. Sur la cheminée, au-dessus, le blason ancestral de la famille Martel, un loup noir serrant une épée dans ses mâchoires, brillait froidement à la lueur du feu. Hercule Poirot se tenait près du foyer, les bras soigneusement croisés, examinant les visages devant lui avec la gravité tranquille d'un juge se préparant à annoncer un verdict. Il y avait de la tension dans l'air. Pas une tension effilochée et hystérique. Théodore Lemoine était assis, jambes croisées, pâle et solennel. Claire Beaumont se tenait juste derrière Poirot, un bloc-notes sous le bras, l'air attentif. Paul Lelange jouait nerveusement avec ses menottes, et 2 valets de pied s'attardaient près des portes, les yeux baissés. L'absence de Juliette planait dans la pièce comme une accusation tacite. Poirot s'éclaircit la gorge. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je vous ai convoqués ici non pas pour spéculer, mais pour éclairer les esprits. Comme vous le savez, mademoiselle Juliette Martel a disparu il y a 3 nuits de sa chambre de l'aile ouest. Au début, le mystère est apparu. Aucun signe de lutte, aucune issue de secours, aucun témoin. Il marqua une pause, laissant le silence s'étendre. Mais Château Noir est un lieu de dissimulation. Les murs parlent, à travers des trappes, des salles d'écoute, des passages creusés au fil des siècles. Et maintenant, je parlerai en leur nom. Il s'avança. Commençons par Lucien Martel. Il y a 17 ans, il a disparu. On a supposé qu'il avait fui, à cause d'un scandale, d'une disgrâce, d'une indiscrétion amoureuse. Mais que se passerait-il si Lucien n'était pas parti de son plein gré? Lady Vivienne inspira brusquement. Poirot tourna son regard vers elle. « Madame, saviez-vous que Lucien soupçonnait quelqu'un de cette famille de fraude? »« Non, dit-elle doucement. Seulement qu'il était perturbé. Il ne se confiait à personne. »« Pas en toi? » demanda doucement Poirot. « C'était ton beau-frère. Vous étiez proches, non? »« On l'était, admit-elle, jusqu'à l'année dernière. Puis il s'est retiré. Il est devenu paranoïaque.
Peut-être pas sans raison. Poirot retira le petit document qu'il avait trouvé dans la crypte de la chapelle. Il ne le tendit pas, mais le tint à la vue de tous. Il s'agit d'une copie du testament original d'un certain François Martel, grand-père de Gilles et de Lucien. Il lègue le domaine, non pas à Charles Martel, comme on le croyait auparavant, mais à son deuxième fils, Lucien. Non seulement les terres, mais aussi la fortune. Gilles se leva d'un bond. « C'est un mensonge. » La voix de Poirot coupa court à l'explosion. « Asseyez-vous, monsieur, je n'ai pas fini. » Gilles lança un regard noir mais obéit. Poirot poursuivit. Ce document était caché sous la cloche de la chapelle, manifestement par Lucien lui-même. Et dans son journal personnel, il écrivit avoir découvert que le testament avait été falsifié. Faux. Par qui? Et ne pourquoi maintenant? Pourquoi Juliette aurait-elle disparu toutes ces années plus tard? Poirot hocha la tête d'un air sec. Excellente question, mademoiselle. Voyez-vous, Juliette avait commencé à faire des recherches dans les archives Martel, les lettres de son père, les journaux de son grand-père. Elle avait récemment découvert des incohérences dans les registres de succession et elle avait trouvé une vieille lettre écrite par Lucien, jamais postée, qui mettait en garde contre le faux testament. Il marqua une pause, laissant l'implication se poser. Elle était sur le point de découvrir la raison de sa mort. « Et ainsi, » murmura madame d'Aubigny, « quelqu'un l'a fait disparaître aussi. » Poirot se retourna. « Oui, madame, mais pas avant d'avoir laissé son propre indice. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un papier plié. On l'a trouvé derrière la plinthe de sa chambre. C'est un plan. Un croquis grossier des couloirs du château, avec un X marqué sur le mur de la cave. Il regarda Hastings. « Tu te souviens, mon ami? Le coffre, la chambre secrète. »« Celui avec l'écriture à la craie ?» demanda Hastings. Poirot hocha la tête. « Oui. La justice parle, le silence tue. » C'étaient les mots de Lucien. Mais à côté d'eux, quelqu'un d'autre avait commencé à ajouter quelque chose, un deuxième message. Nous étions trop tard pour le lire en entier, mais je crois que Juliette y était retenue. Brièvement, Lady Vivienne prit la parole, la voix tremblante. « Alors, où est-elle maintenant ?» La voix de Poirot baissa. « Je crois qu'elle s'est échappée. » Un autre murmure se répandit parmi les invités. « Évadée » s'exclama Giles, « d'une cave fermée à clé. Absurde. » « Pas absurde, monsieur, il y a une autre sortie, un couloir de service, scellé il y a des générations, qui mène aux ruines, à flanc de falaise derrière la chapelle. C'est là que je vais chercher. Je crois que mademoiselle Juliette se cache, effrayée, peut-être blessée, mais vivante. »« Pourquoi ne reviendrait-elle pas ?» demanda Claire. Les yeux de Poirot scrutèrent la pièce, parce qu'elle ne sait pas à qui faire confiance. Il marchait lentement le long de la rangée d'invités, sa voix désormais basse et précise. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a commis 2 crimes graves après de 2 décennies d'intervalle, quelqu'un qui craignait d'être découvert, quelqu'un qui craignait la ruine, quelqu'un qui a menti sur l'endroit où il se trouvait, ce qu'il a vu et ce qu'il a fait. Ses yeux se posèrent sur Giles Martel. Giles ricana. « Tu m'accuses? Sur quoi? »« Si, » dit Poirot froidement, « votre alibi pour la nuit de la disparition de Juliette ne tient pas. Paul Delange vous a vu entrer dans le passage derrière la tapisserie, alors que vous prétendiez être dans votre bureau. » Paul blêmit. Je ne comprenais pas ce que ça signifiait à l'époque. « Je ne voulais pas causer d'ennui. » Poirot continua. « Vous avez également été le seul à bénéficier de la disparition de Lucien. Après sa disparition, le domaine est passé entièrement à votre frère, puis à vous. Et lorsque Juliette a commencé à s'interroger sur le passé, vous avez tenté de l'effrayer, peut-être même de la réduire définitivement au silence. « C'est un sacré mensonge !» cria Giles en se levant. Mais Poirot leva la main. « Je ne vous accuse pas formellement, monsieur, pas encore. Cela viendra quand nous retrouvons Juliette et qu'elle nous dira qui l'a enfermée dans la cave. » Il se tourna vers les autres. « Pour l'instant, aucun d'entre vous ne quittera Château-Noir. J'ai contacté la gendarmerie locale. Ce n'est plus une affaire de famille, c'est une question de justice. » Les invités restèrent assis dans un silence stupéfait. Poirot se tourna vers le feu. « Lucien Martel est mort en cherchant la vérité. Sa nièce a peut-être risqué le même sort. Mais je vous le promets, avant que tout cela ne soit terminé, la vérité parlera plus fort que les murs. »
Les flammes crépitaient. La crête de Martel scintillait froidement au-dessus. Et dans le silence qui suivit, même le château sembla écouter. Chapitre 7. Un message des ruines. La pluie avait cessé à l'aube, mais le brouillard persistait sur le domaine de Château-Noir tel un linceul. L'air était lourd de silence, seulement troublé par le croissement occasionnel d'un corbeau dans les arbres squelettiques bordant la crête de la chapelle. Hercule Poirot, accompagné du capitaine Hastings et de Claire Beaumont, se tenait devant l'ancienne chapelle de pierre qui se dressait à l'extrémité ouest du domaine. Son clocher délabré et son toit couvert de mousse lui donnaient l'apparence d'un tombeau oublié, et pourtant, quelque chose dans son allure murmurait encore la dignité, des secrets préservés malgré le passage obstiné du temps. D'après les plans originaux, dit Poirot en dépliant un croquis jauni du domaine, il y avait autrefois un tunnel, un passage sous la chapelle menant aux ruines à flanc de falaise. Caché depuis la Révolution, on l'a longtemps présumé effondré. « Et tu crois que Juliette l'a trouvé ?» demanda Hastings en jetant un regard inquiet vers les vieilles portes de la chapelle. Poirot hocha la tête. C'est le seul endroit qu'il reste à fouiller. Le caveau présentait des signes de troubles récents. Elle s'est enfuie. Mais où? Si elle craignait d'être poursuivie, et je crois que c'était le cas, elle chercherait la sortie la moins évidente. Claire frissonna, serrant son manteau plus fort. Cet endroit, ça m'a toujours semblé étrange, comme si les morts n'étaient jamais vraiment partis. Poirot lui lança un regard doux. Peut-être, mademoiselle, ce ne sont pas les morts qui persistent. La chapelle. À l'intérieur, il faisait froid et humide. Les vitraux, aux longs carreaux fissurés et manquants, laissaient filtrer de faibles rayons de lumière grise à travers les bancs. L'autel, désormais couvert de poussière et d'étoiles d'araignée, portait encore les armoiries de la famille Martel, sculptées en relief télavé. Des pas étouffés résonnèrent étrangement tandis que les trois hommes se dirigeaient vers l'arrière, où un escalier en colimaçon descendait vers la crypte. Poirot a pris les devants. La crypte sentait la terre et le calcaire humide. Les bougies montées sur de vieilles appliques en fer avaient fondu depuis longtemps, mais Poirot en alluma une nouvelle avec une aisance experte. « Là, dit-il en pointant du doigt, vous voyez, ce mur a été réparé. Mal. » Ils se dirigèrent vers le fond de la crypte, où une série de grandes dalles de pierre formaient ce qui aurait pu être une niche ou un caveau funéraire. L'une d'elles avait visiblement été perturbée. À sa base, une fissure s'était élargie et de nouvelles éraflures marquaient le sol. Poirot s'agenouilla. Quelqu'un a récemment enlevé cette pierre. Hastings l'aida à le déplacer avec effort. En dessous se trouvait un trou sombre, étroit, tapissé de pierres grossièrement taillées, descendant dans l'obscurité. Un tunnel, souffla Claire. Poirot hocha la tête d'un air sombre, et toujours ouvert. Ils descendirent prudemment, un par un. Le passage était bas et humide, avec des ronces poussant par endroits à travers la pierre. L'air était chargé de moisis, mais respirable. Après 10 mètres, la route tournait brusquement vers la gauche, puis à nouveau vers la droite. Et là, dans la faible lumière de la torche de Poirot, ils l'ont vu. Un morceau de tissu déchiré accroché à une pierre déchiquetée, soie bleu pâle. Poirot la pinça doucement. Juliette portait du bleu l'année où elle a disparu. Ils ont continué à avancer. Le tunnel continuait sur une vingtaine de mètres avant de déboucher sur une cavité déchiquetée, les ruines d'une ancienne cave dont le toit était partiellement effondré. Au-delà, une fissure dans la roche s'ouvrait sur l'extérieur. La lumière ruisselait, et là, à moitié enterrée sous les feuilles et les morceaux de bois, ils la trouvèrent, Juliette Martel. Elle était vivante. Pâle, épuisée, et avec une fine coupure au-dessus du front, mais respirante et alerte. Claire haleta et tomba à genoux. « Juliette, Dieu merci. » Hastings chercha sa flasque. Poirot s'agenouilla près d'elle, vérifiant son pouls. Juliette cligna des yeux, les reconnaissant peu à peu. « Monsieur Poirot, je ne pensais pas que quelqu'un me trouverait. »« Vous êtes en sécurité maintenant, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « Vous avez fait du bon travail. » Elle se redressa lentement, buvant quelques gorgées d'eau. « Je me suis échappé nuit-là, par la cave. Quelqu'un m'avait enfermé, mais j'ai trouvé la deuxième sortie dans le noir. J'ai glissé, je suis tombé, je suis ici depuis, j'ai essayé de crier, mais personne ne m'a entendu. »« Tu es très courageuse, » murmura Claire. « Nous étions terrifiés. » Poirot l'aida à se relever.
Maintenant, mademoiselle, vous devez nous le dire. Qui vous a enfermé? Qui a essayé de vous faire taire? Les yeux de Juliette s'assombrirent. Je l'ai vu. Je n'en étais pas sûr jusqu'à ce que je l'entende parler de l'autre côté du mur. Je crois qu'il me croyait inconsciente. Qui? Demanda doucement Hastings. Elle regarda Poirot. C'était Giles. À leur retour au château, le brouillard avait commencé à se dissiper, même si à l'intérieur la tension ne faisait que s'intensifier. Juliette fut conduite dans sa chambre sous la surveillance du docteur Lemoine. Pendant ce temps, Poirot convoqua la famille et les invités au salon. Le commandant Giles entra en dernier, son expression indéchiffrable. « Quelque chose de nouveau, Poirot » demanda-t-il froidement. « Oui, monsieur » répondit Poirot. « Juliette Martel a été retrouvée. » Des halètements suivirent un mélange de soulagement et de terreur. « Elle s'est échappée, » poursuivit Poirot, « par un passage sous la chapelle. Elle est vivante et a identifié son agresseur. » Il se tourna vers Giles. « Elle dit que c'était vous, monsieur. » Giles ricana. « C'est absurde, elle doit délirer. »« Elle est lucide, » dit Poirot fermement, « et nous avons plus que sa parole. » Il produisit le testament. Le document de Lucien confirmant qu'il était l'héritier légitime. Il avait été caché par quelqu'un qui avait tout à perdre. Et puis Juliette l'a découvert, Poirot désigna Giles. Vous avez hérité du domaine illégalement. Vous ne pouviez pas risquer d'être exposé. Le visage de Giles s'assombrit. Tu ne peux rien prouver. Je crois que oui, dit doucement Poirot. Je crois qu'on trouvera des empreintes digitales sur le panneau de tapisserie. Je crois que les domestiques vous ont vu cette nuit-là. Je crois que le témoignage de Juliette suffira, mais surtout je crois que votre conscience vous a déjà condamné. Silence. Puis Giles se précipita non pas sur Poirot mais vers la porte, mais Hastings s'avança rapidement, bloquant le passage. Les deux valets de pied saisirent Giles par les bras tandis qu'il se débattait brièvement, puis s'affaissa. C'était fini. Cette nuit-là, alors que le calme revenait au château, Poirot et Hastings s'assirent une fois de plus près du feu. « Eh bien, dit Hastings en expirant, je n'aurais jamais cru que ce soit Giles. Tellement calculé, pourtant il a commis une erreur. » Ça c'était quoi? Il a sous-estimé Juliette et il a sous-estimé la maison. Poirot leva les yeux vers les hauts murs de pierre qui les entouraient. Le château me murmurait la vérité, Hastings. Il ne me restait plus qu'à l'écouter. Chapitre 8. Le testament final de Lucien Martel. La tempête était passée, tant sur le plan météorologique qu'à l'intérieur des murs de Château-Noir. Pour la première fois depuis plusieurs jours, la lumière du soleil effleurait les hautes fenêtres et se répandait sur les sols en pierre comme une bénédiction. Le silence pesant qui hantait le manoir semblait se dissiper, et pourtant il subsistait quelque chose d'inachevé dans l'air, l'écho peut-être d'une injustice depuis longtemps enfouie. Juliette Martel avait été transférée de sa chambre à la chambre d'amis exposée au sud, où Lady Vivienne insistait sur le fait que la lumière y était plus douce et l'air plus propice à la guérison. Le docteur Lemoine lui rendait visite toutes les heures, lui administrant des toniques et des questions prudentes, mais c'était à Poirot qu'elle souhaitait parler. Il arriva juste après le petit déjeuner, seul, ses chaussures effleurant doucement l'épais tapis d'Aubusson lorsqu'il entra. Juliette, désormais vêtue d'un doux châle gris, était assise près de la fenêtre regardant les bois. Elle se retourna en entendant la porte s'ouvrir. « Monsieur Poirot. »« Bonjour, mademoiselle. » Poirot s'inclina avec douceur. « Vous vous sentez plus forte aujourd'hui, j'espère ?» Elle hocha lentement la tête. « Physiquement, oui, mais intérieurement, j'ai l'impression que quelque chose reste inachevé. » Poirot s'assit en face d'elle. « Alors, finissons-en, toi et moi. Je crois que tu en sais plus que tu n'en as encore dit. »
Elle croisa les mains sur ses genoux, le bleu pâle de sa robe reflétant fantomatiquement le ciel au-delà de la vitre. « Je le veux, mais certaines choses sont difficiles à dire à voix haute. Courage, mademoiselle. La vérité est lourde, certes, mais elle est plus légère une fois dite. » Elle baissa les yeux d'une voix douce. Tout a commencé l'année dernière. Je relisais les vieilles lettres de mon père, celles qu'il avait écrites dans les derniers mois de sa vie. Il parlait d'une injustice, une trahison familiale. Au début, j'ai cru qu'il parlait d'un scandale amoureux, mais j'ai ensuite découvert le nom de Lucien. Toujours Lucien. Poirot hocha la tête, encourageant. C'était celui de Lucien. Il avait commencé à reconstituer les faits. Il était au courant du faux testament. Il craignait que quelqu'un dans la famille n'ait organisé la disparition de vrai. « As-tu toujours ce journal? » Elle hésita. « Non, je l'ai laissé dans la chambre bleue la nuit de ma disparition. Je voulais te le montrer, mais... » Poirot se leva aussitôt. « Alors il faut le récupérer. Venez, mademoiselle. Si vous allez bien, montrez-moi où vous l'avez laissé. » Ensemble, ils retournèrent dans la chambre bleue. La pièce était encore imprégnée de l'atmosphère d'un lieu récemment perturbé. La cheminée s'était refroidie, mais l'odeur de poussière et de vieux secrets persistait. Juliette se dirigea lentement vers le bureau en noyer sculpté, dans le coin. Elle ouvrit le tiroir du bas et tendit la main vers le fond. Poirot observa son visage. Elle s'est figée. « C'est parti. » Poirot s'avança. Le tiroir était effectivement vide, à l'exception de quelques enveloppes défraîchies et d'un stylo plume séché. « Quelqu'un l'a pris, » murmura Juliette. « Ils ont dû me poursuivre. » L'expression de Poirot s'assombrit. Alors le journal menace encore quelqu'un qui craint ce qu'il révèle, et se tourna vers la pièce, les yeux plissés. « Réfléchissons un peu. Qui avait accès à cette pièce pendant votre absence? » Claire Beaumont entra juste à ce moment-là, l'ayant suivi discrètement. La pièce était fermée à clé jusqu'à ce que le docteur Lemoine insiste pour qu'elle soit ouverte il y a 2 jours. Il s'inquiétait de la circulation de l'air. « Et qui est entré après cela? » Elle hésita. « Je l'ai fait, brièvement, pour faire le lit. Puis Madame d'Aubigny. Elle prétendait chercher son chapelet. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et le journal aurait pu disparaître à tout moment. » Claire semble bouleversée. « Je croyais qu'on avait tout récupéré. » Poirot leva la main. « Non, mademoiselle, ce n'est pas votre faute, mais cela resserre encore le cercle. » Il se tourna vers Juliette. « Vous devez vous reposer. Je vais parler à Madame d'Aubigny et au médecin. En attendant, je crois qu'il est temps de fouiller non seulement le château, mais aussi la chapelle. »« Encore? » demanda Claire. Poirot sourit légèrement. « Cette fois, pas pour des pierres ou des portes secrètes, mais pour des mots. » La chapelle était encore humide après la pluie de la semaine. L'eau brillait dans les rainures entre les pierres. Les bancs commençaient à se déformer légèrement et des oiseaux nichaient dans les chevrons. Poirot et Hastings entrèrent en silence. « C'était toujours un lieu de tristesse, pas de prière, » murmura Poirot, et s'approcha de l'autel et s'agenouilla, non pas en signe de révérence, mais en guise d'examen. « Cette plaque, » dit-il en passant ses doigts sur une pierre sculptée au pied de l'autel. « Elle est plus récente que les autres. Vous voyez les coutures? » Hastings se pencha. « On dirait que ça a été ajouté après. » Poirot hocha la tête. « Je soupçonne que cela cache quelque chose. » Avec une précision minutieuse, il a utilisé son canif pour soulever le panneau. À l'intérieur, une cavité peu profonde, et à l'intérieur, un petit livre relié en cuir, le journal de Lucien. Poirot l'ouvrit avec précaution. Il était rempli d'entrées. Certaines pages étaient endommagées par l'eau, mais d'autres étaient parfaitement lisibles. Hastings lut par-dessus son épaule. 14 mars. Je l'ai confirmé. Charles a modifié le testament avec l'aide d'Henri Vallon. L'original était enfermé dans la crypte de la chapelle jusqu'à ce que Gilles le trouve. Il m'a dit que c'était pour le bien de la famille, que Vivienne était d'accord, que personne ne le saurait jamais. J'ai affronté Gilles. Il m'a menacé. J'ai peur que les murs ne soient plus sûrs. Je dors maintenant, la porte verrouillée. S'il m'arrive quelque chose, sachez que ceci est vrai. Gilles a falsifié la signature. Vallon l'a notarié à tort. Vivienne a conservé le mensonge. Et maintenant,
Le domaine n'appartient à aucun d'eux. Poirot a fermé le livre. Voilà la vérité. Ce soir-là, Poirot réunit à nouveau la famille. Cette fois, c'est Henri Vallon qui est présent, convoqué de Paris par télégramme. Poirot se tenait près du feu, le journal à la main. « J'ai retrouvé le testament de Lucien Martel, dit-il, et à l'intérieur, des noms, des dates, des détails infalsifiables. » Il s'est tourné vers l'avocat. « Monsieur Vallon, Lucien vous accuse de falsification de documents. Le niez-vous » Le visage de Vallon était blême. « J'étais jeune, Charles a dit que ce n'était qu'un détail. Et Lady Vivienne ?» Elle se leva lentement. « Je le savais. Charles me l'a avoué des semaines après le changement. Je ne l'ai pas empêché. J'ai pensé que c'était mieux pour la succession. » La voix de Poirot était dure. « Vous avez permis que Lucien soit détruit. Vous avez permis que votre nièce soit traquée. » Elle détourna le regard. « Gilles devra rendre des comptes, poursuivit Poirot, mais la tache sur cette maison ne disparaîtra pas facilement. » Il posa le journal sur la cheminée. « Mais tout commence ici, avec la vérité. » Plus tard, alors que Poirot et Hastings marchaient dans le couloir supérieur, Hastings soupira. « Pensez-vous que justice sera rendue ?» Poirot hocha la tête. « Devant les tribunaux, oui, et dans les mémoires, certainement. » Il s'arrêta à la fenêtre, regardant le terrain sombre. Le château est silencieux, désormais, mais il n'est pas vide, car Assigné à résidence, discrètement gardé par des gendarmes locaux postés dans le pavillon de chasse près des écuries. Henri Vallon était rentré à Paris, le visage gris et la réputation en lambeaux. Lady Vivienne, bien que silencieuse, restait dans son salon, évitant complètement l'aile ouest. On aurait dit que la maison elle-même respirait après 17 ans de retenue. Et pourtant Hercule Poirot n'était pas satisfait. Quelque chose résiste encore à la clarté, dit-il à Hastings le troisième soir après le sauvetage de Juliette. Il y a un fil conducteur, mon ami, ténu mais persistant, qui n'a pas encore trouvé sa place dans le schéma. Hastings, qui avait joué la patience, sans grand succès, leva les yeux d'un air las. « Tu parles du testament falsifié? De l'agression contre Juliette? Tout est résolu, non ?» Poirot secoua la tête. « Non, non, ce n'est que la surface. En dessous, comment dit-on, une ondulation qui remonte le courant. » Il se leva de son siège et arpenta lentement le salon. « Il s'agit de la mort de Lucien. Je suis maintenant convaincu qu'il ne s'agit pas d'une disparition. Il a été assassiné. Mais comment? Et où est le corps? Gilles nie. Vivienne prétend ignorer. Et pourtant le journal de Lucien s'interrompt brusquement. Comme si quelqu'un l'avait arrêté pour lui? Demanda Hastings. Précisément. Poirot se tourna vers la cheminée, les bras croisés. Le feu projetait des ombres vacillantes sur ses traits, les yeux mi-clos, pensifs. « Il existe un endroit, murmura-t-il, qui reste à explorer pleinement. Un endroit conçu non pas pour cacher, mais pour refléter. » Les laisses de la famille Martel étaient tombées en désuétude depuis longtemps. La plupart des pièces avaient été scellées, les planchers déformés par l'humidité et les plafonds réparés, là où le plâtre s'était fissuré sous le poids du temps. Mais une pièce était restée intacte, une longue et élégante chambre qui avait autrefois servi de salon de toilette privé à Lady Héloïse Martel, la grand-tante de Gilles et Lucien. Il était désormais connu uniquement sous le nom de la chambre au miroir, la chambre des glaces. Les murs étaient tapissés du sol au plafond de verre argenté terni. Des applis de Murano se courbaient comme des pattes d'araignée éclairées à la bougie. Des canapés en velours délavé reposaient sous des draps, et l'air était imprégné de l'odeur âcre du temps et des parfums. Claire Beaumont, qui avait apporté la clé à la demande de Poirot, fronça le nez en déverrouillant la porte. Personne n'a utilisé cette pièce depuis des décennies. Lady Vivienne a dit que ça portait malheur. Poirot sourit faiblement. Ah, mais voyez-vous, mademoiselle, là où d'autres voient de la superstition, moi je... L'ombre touche à la main. Les miroirs les accueillirent avec mille images fracturées, des reflets déformés d'eux-mêmes, s'étendant à l'infini.
Poirot avançait lentement, inspectant chaque mur avec une attention minutieuse. « Vous souvenez-vous, Hastings, dit-il, de ce que Lucien a écrit dans son journal. On ne peut pas se fier au mur. Il veille à travers. » « Oui, répondit Hastings, nous avons supposé qu'il parlait des Judas et des passages. En effet, mais s'il parlait de ces miroirs. » Il s'arrêta devant le mur nord, un cadre ovale orné, dont la surface était légèrement fissurée sur le bord. Poirot tapota. Un écho sourd, il se tourna vers Claire. « Sais-tu ce qui se cache derrière ce mur ?» Claire pensa. La vieille crèche. Elle n'a plus servi depuis avant la guerre. Poirot appuya doucement contre le bord du miroir. Un léger clic retentit. Ah, voilà. Le miroir pivota vers l'intérieur, révélant une cavité étroite et sombre derrière. Hastings brandit la lampe torche. L'espace était peu profond. Pas plus d'1 mètre de profondeur tapissée de lattes émiettées et de poutres apparentes. Par terre, un petit tabouret en bois, dont le coussin de cuir était encore intact, était posé. Une fente d'observation avait été creusée dans le mur pour accéder à la chambre d'enfant, désormais encombrée de toiles d'araignée et de poussière. Mais plus important encore, dans le coin le plus éloigné, partiellement caché par un panneau détaché, se trouvait quelque chose de plus sombre, plus solide. Poirot a mis la main à l'intérieur et a sorti un paquet. Enveloppé dans une toile cirée se trouvait un manteau d'homme, taché et raidi par le temps. Dans la poche intérieure, un étui à cigarette en argent monogrammé, gravé des initiales L. M. Hastings inspira brusquement. Lucien. Claire recula, la main sur la bouche. Poirot inspecta le manteau en silence, puis le retourna. Une déchirure près de l'épaule arrière a révélé une tache de sang séchée, longue, brune et cassante. Là, dit-il doucement. Pas disparu, pas en fuite. Lucien est mort ici, caché non pas dans la cave, ni dans la chapelle, mais derrière les murs mêmes censés servir de lieu de recueillement. Mais où est le reste de son corps ? Demanda Hastings. Sûrement pas. Ici ? Poirot se redressa. Non, je crois que c'est ici qu'il a été tué. Mais le corps a été déplacé, peut-être jeté dans la rivière ou enterré quelque part dans le parc. Ceci, ils devront parler à Lady Vivienne. Ils la trouvèrent dans le jardin d'hiver, sirotant du brandy, les yeux dans le vague, l'expression indéchiffrable. Poirot n'a pas mâché ses mots. « Madame, nous avons trouvé le manteau de Lucien, caché derrière le miroir mural de l'aile est. » Elle n'a rien dit. Nous savons qu'il n'a pas disparu. Il a été tué. Dans cette pièce. Et quelqu'un, peut-être vous, a contribué à le dissimuler. Elle restait toujours silencieuse. Puis enfin, dans un murmure, il est venu me voir ce soir-là et m'a dit qu'il avait la preuve du faux. Il voulait que je l'aide à le révéler. Il croyait que je le choisirais plutôt que Charles. Il ignorait que je l'avais déjà. Poirot parlait à voix basse. Et alors, Gill est arrivé. Ils se sont disputés. Il y a eu des cris. J'ai quitté la pièce. À mon retour, Lucien était mort. Gill a paniqué. On a caché le manteau. Le corps, on l'a porté jusqu'à la rivière en pleine nuit. Sa voix se brisa. Depuis, je vis avec. Chaque nuit, chaque murmure. Poirot resta immobile. Alors c'est fait, dit-il enfin. La vérité n'est plus cachée derrière des miroirs. Elle est désormais devant nous. Et elle doit affronter la loi. Lady Vivienne ferma les yeux. Je suis prêt. Cette nuit-là, alors que la pluie revenait et crépitait contre les fenêtres comme 1000 secrets murmurés, Poirot parcourait à nouveau les couloirs du château noir. La maison ne semblait plus vigilante. Le silence n'était plus accusateur. Juliette, reposant paisiblement, hériterait de son droit d'aînesse.
le faux testament serait dévoilé au grand jour. Gil serait jugé pour agression et complot, Vivienne pour complicité de dissimulation. Et Lucien Martel, longtemps réduit au silence, serait reconnu non pas comme le fantôme du château, mais comme son ultime témoin. Poirot s'arrêta devant le miroir dans le grand hall, son propre reflet le regardant, calme et posé. La vérité, dit-il doucement, ne reste pas cachée éternellement, même derrière une vitre. Chapitre 10. Les morts n'oublient pas. Bien que la tempête fût passée et que le calme fût revenu dans la maison, Château-Noir portait encore des traces. La poussière persistait dans les couloirs, les fenêtres n'avaient pas encore été ouvertes au soleil de juillet, et les voix restaient étouffées, même au petit déjeuner. La vérité avait été exhumée comme un cadavre enterré depuis longtemps, et quiconque l'avait entendue n'oublierait pas la puanteur. Lucien Martel, autrefois considéré de leur chaîne, leur cri plaintif, mais avec leur souvenir, avec leur culpabilité et avec justice. Ce matin-là, Juliette était assise dans la bibliothèque, les yeux rouges, mais pas à cause des larmes. Elle n'avait pas pleuré depuis la nuit où elle était sortie des ruines, couverte de boue, à moitié inconsciente, serrant le nom de son père comme une torche dans l'obscurité. Depuis, elle était calme, froide même. Mais maintenant, dans le silence de l'aube, elle fixait les volumes ancestraux alignés sur les étagères comme s'ils pouvaient encore être là. Poirot entra doucement. Elle leva les yeux. « Monsieur Poirot, vous avez été gentil avec moi, mais je dois vous demander, que va-t-il se passer maintenant ?» Il s'assit en face d'elle sur une chaise sculptée, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Ce qui se passe maintenant, mademoiselle, c'est justice. Gilles sera jugé pour séquestration et tentative de meurtre. Lady Vivienne devra également répondre de sa part. Le domaine vous sera transmis comme Lucien l'avait prévu. Elle secoua la tête. Et leurs noms, les Martel, ma famille, seront déshonorés. Les yeux de Poirot pétillèrent de tristesse. Les noms ne sont pas sacrés, mademoiselle. Le caractère, lui, l'est. Et vous avez prouvé que vous méritiez à la fois l'héritage et les honneurs. Juliette cligna rapidement des yeux. Poirot fouilla dans son manteau et en sortit un document plié, jauni mais officiel. Le magistrat de Saintes a reconnu la validité du testament de Lucien grâce au journal concordant et aux récents aveux. Il est juridiquement contraignant. Vous êtes désormais l'héritier légitime. Elle fixa le papier. Après toutes ces années, ça me paraît creux. Poirot hocha la tête d'un air compréhensif parce que la justice n'apporte pas toujours le réconfort. Seule la vérité apporte le réconfort. Cet après-midi-là, la police a escorté Gilles Martel hors des lieux en toute autorité. Il n'a pas résisté, il n'a pas parlé. Son expression exprimait une fureur froide, non pas face à ce qui avait été découvert, mais face à la défaite. Vivienne s'était conformée à sa volonté. Sa déposition avait été signée, sa culpabilité reconnue. Poirot avait sollicité la clémence dans son cas en invoquant ses aveux et ses remords. Restait à savoir si cette clémence lui serait accordée. Le château était plus vide que jamais. Seuls Claire, le docteur Lemoine, Madame d'Aubigny et Paul Delange restèrent sur place. Le reste de la maisonnée s'était retiré au village ou avait complètement disparu. Et pourtant, Poirot marqua une pause, les yeux fixés sur la chapelle au loin. Oui, mais quelque chose m'échappe encore. Quelque chose de très petit. Un fil que je n'ai pas encore suivi. Il se retourna brusquement. Viens, mon ami, à la bibliothèque. De retour dans la grande bibliothèque Martel, Poirot se déplaçait avec détermination. Il s'approcha du long bureau en acajou près de la fenêtre centrale, celui que Juliette avait utilisé pendant ses recherches. « Regardez ici, dit-il en désignant les tiroirs. Vous souvenez-vous du livre creux dont elle a parlé,
Celui dans lequel était caché le journal de Lucien? Hastings hocha la tête. Oui, le journal qui avait disparu et qui a été retrouvé plus tard derrière l'hôtel de la Chapelle. Exactement. Mais pourquoi le déplacer? Pourquoi prendre un tel risque? Poirot ouvrit le tiroir et en sortit le faux livre, Histoire des guerres d'Aquitaine. Il l'ouvrit. Des pages creuses, oui, mais l'intérieur n'était pas vide. Il restait un autre bout de papier. Hastings se pencha. Une autre lettre? Poirot le lut en silence, puis le tendit à Hastings. À quiconque trouve ceci, j'ai été un imbécile. J'ai contribué à dissimuler la mort de Lucien. Mais je soupçonne maintenant quelqu'un d'autre de le savoir avant moi. Quelqu'un qui a encouragé Charles à prendre le domaine. Quelqu'un qui a murmuré du poison à ceux qui craignaient la vision de Lucien. Quelqu'un qui a observé, toujours observé, sans rien dire. Je n'ose pas écrire le nom. Mais les morts n'oublient pas. Vivienne Hastings fronça les sourcils. Alors elle a écrit ça avant ses aveux? Non, répondit doucement Poirot. Elle a écrit ceci à sa place. Avant d'être prête à avouer son rôle à voix haute. Et elle craignait encore plus quelqu'un d'autre. Hastings le fixa du regard. Tu veux dire que quelqu'un d'autre était derrière tout ça? Poirot ferma le livre et le posa soigneusement sur le bureau. Oui, mon ami. Je crois que la mort de Lucien n'est pas seulement le résultat d'une querelle de famille. Je crois qu'elle a été suggérée, guidée, manipulée. Il se retourna. Il faut parler à Madame d'Aubigny. Madame d'Aubigny résidait dans l'aile est, une pièce autrefois réservée aux membres du clergé en visite. Elle accueillit Poirot avec son air hautain habituel, un verre de sherry à la main. « Inspecteur, » dit-elle avec un geste solennel, « à quoi me vaut cette intrusion ?» Poirot s'inclina légèrement. « Madame, je suis venu vous poser une question simple. Quand Lucien a disparu, vous avez prétendu l'avoir pleuré. Je l'ai fait. Vous avez dit que vous pensiez qu'il avait été chassé. Je l'ai fait. Alors pourquoi, dit doucement Poirot, n'avez-vous pas mentionné qu'il était venu vous voir la veille de sa disparition? » Son visage se crispa. Poirot insista. « Il est venu vous voir avec ses... Au sujet du testament, au sujet de Gilles, il a demandé de l'aide. Et vous n'avez rien dit, ni sur le moment, ni après. Même pas après la disparition de Juliette. » Elle sirota son série. « Je protégeais la famille. » « Non, répondit Poirot froidement. Vous protégez votre position, votre nom, vos droits d'accès, et peut-être plus encore. » Il s'approcha. « Tu as conseillé Charles, tu as encouragé Gilles, tu as joué les deux contre Lucien, et comme Lucien résistait, tu as laissé les autres l'éliminer. Tu n'as pas brandi le couteau, mais tu l'as pointé. Sa voix était glaciale. « Tu n'as aucune preuve. »« Je n'en ai pas besoin, dit Poirot. La lettre de Vivienne est la preuve de son savoir. Le journal de Lucien est la preuve de sa peur. Mais surtout, madame, votre silence est une preuve. Les morts n'oublient pas, et les vivants non plus. » Il se tourna pour partir. Derrière lui, madame d'Aubigny dit seulement « Nous faisons ce que nous devons pour préserver l'héritage. » Poirot ne répondit pas. Plus tard dans la nuit, Poirot se tenait de nouveau dans le salon, fixant le portrait de la famille Martel. Lucien parmi eux, peint des années avant la trahison. Hastings le rejoignit. Alors, Poirot hocha la tête. « C'est fini. La vérité n'est pas claire, Hastings. Elle l'est rarement, mais elle est entière. Et pour Juliette, pour Lucien, cela doit suffire. » Il s'est retourné. « Demain, nous partons. » Chapitre 11. Départ en silence. Le matin du départ d'Hercule Poirot arriva dans le calme, non dans la sérénité. Le château, bien que plus calme, ne portait plus le poids des non-dits. Les murs, autrefois secrets et murmurants, semblaient désormais simplement anciens. La pierre et le plâtre arboraient la dignité d'un lieu libéré de mensonges. La maisonnée était silencieuse. Le personnel circulait avec douceur dans les couloirs, évitant les étages supérieurs où certaines pièces restaient fermées, par la loi ou par la force. Les gendarmes étaient partis, emmenant Gilles Martel avec eux. Lady Vivienne était partie plus tôt dans la matinée avec son avocat, la posture toujours aussi droite, mais le visage tiré et pâle. Le docteur Lemoine, resté longtemps inactif par loyauté envers Juliette, était désormais parti lui aussi, retournant à son cabinet médical du village. Seule Claire Beaumont restèrent auprès de Juliette et Madame d'Aubigny toujours dans sa suite, sans présenter ni excuse ni démenti, se contentant du silence. Les bagages de Poirot étaient soigneusement préparés. Ses gants étaient pliés sur le bureau et sa canne à pommeau d'argent attendait patiemment près de la porte. Il se tenait à la fenêtre du grand hall, regardant l'allée de gravier tandis qu'Hastings le rejoignait avec 2 tasses de café fumantes.
J'ai pensé que vous en aimeriez un pour la route, a proposé Hastings. Merci, moi l'accepta d'un hochement de tête, sans quitter le paysage des yeux. Vous êtes inhabituellement silencieux, dit Hastings après une pause. Poirot esquissa un léger sourire. Je réfléchissais, Hastings. Le château ne murmure plus, mais je me demande s'il trouvera un jour le repos. Vous avez rendu justice, c'est ce qui compte. La justice, oui, murmura Poirot, mais aussi le chagrin. Les familles ne survivent pas indemnes à de telles révélations. Il se détourna de la fenêtre. Prenons congé. Ils ont trouvé Juliette dans la roseraie derrière l'aile est. Elle portait un manteau vert foncé et une douce écharpe, ses longs cheveux attachés en arrière. Bien que son visage portait les marques de l'épuisement, sa posture était différente, plus droite, plus forte. Elle n'était plus une figure accablée par l'héritage, elle en était la porteuse. « Tu pars si tôt » demanda-t-elle en se levant à l'approche de Poirot. « Je suis restée plus longtemps que prévu, mademoiselle, mais mon travail est terminé. » Juliette lui tendit la main. Poirot la prit avec légèreté et s'inclina. « Tu m'as donné plus que des réponses, » dit-elle doucement. « Tu m'as rendu mon père. » Le regard de Poirot s'adoucit. « Non, mademoiselle, il n'a jamais disparu. Il était simplement inaudible. Vous lui avez donné la parole. » Elle jeta un coup d'œil vers la façade du château. Il paraît différent maintenant, toujours vieux, toujours vaste, mais moins cruel. « Château Noir n'est pas cruel, » dit doucement Poirot. « Il est simplement silencieux, jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute. » Claire Beaumont apparut au portail du jardin, une valise en osier à la main. « Votre voiture est arrivée, monsieur. Puis-je vous apporter vos affaires? »« Non, non, » dit Poirot. « Tout est prêt. Je partirai discrètement, comme les ombres quittant le couloir. » Juliette sourit faiblement. « Tu reviendras, un jour? » Poirot inclina la tête. « Peut-être, quand les roses refleuriront blanches. » Dans l'allée, la voiture attendait, le moteur ronronnant doucement. Hastings monta à bord, tout en continuant à griffonner ses dernières notes dans son journal. Poirot marqua une pause avant d'entrer. Il se retourna une dernière fois et leva les yeux vers les fenêtres du Château Noir. Et là, dans la fenêtre la plus haute de la tourelle, il la vit, un scintillement de mouvement, un rideau tiré. Madame d'Aubigny, regardez. Il ne dit rien, mais ses yeux se rétrécirent légèrement, puis il monta dans la voiture et elle démarra. La route serpentait à travers la vallée, passant devant la chapelle, puis la rivière où le corps de Lucien avait probablement été livré à l'eau et au temps. Les arbres au-dessus de la route avaient changé de couleur, leurs feuilles jaunissant, projetant des ombres tachetées sur le gravier. Poirot parla enfin. « Comment ça? » La maison même qui cachait tout, à la justice, au chagrin, à la mémoire, est désormais le lieu où tout a été exposé. Le méchant n'était pas le château, ce sont les habitants. Il s'est penché en arrière, et pourtant je ne les déteste pas même Vivienne. La faiblesse est plus dangereuse que la méchanceté, et le silence bien plus mortel que les mensonges. De retour au château, Juliette se tenait seule dans la grande salle. Le feu s'était éteint. Elle se dirigea vers la cheminée et leva les yeux vers le portrait de Lucien Martel. Il avait été nettoyé, restauré. Son visage regardait désormais vers l'extérieur et non plus vers le bas, et ses yeux, autrefois effacés par un miroir, étaient désormais préservés dans la peinture et la mémoire. Elle tendit la main et redressa le cadre. Et tandis que la maison craquait doucement dans le matin qui s'installait, elle murmura « Je t'entends maintenant. » Chapitre 12. Épilogue. L'écho final. 6 mois s'étaient écoulés depuis le départ d'Hercule Poirot de Château Noir. L'hiver était venu puis reparti, adoucissant les contours de la campagne de givre et de brouillard avant de retomber dans les mémoires. Le printemps arriva tard cette année-là, mais il arriva avec audace. Les perce-neige d'abord, puis les jonquilles, puis 1000 boutons de roses s'ouvrant dans les jardins de Saint-Cyr-sur-Valois. Et dans la roseraie du château lui-même, quelque chose de remarquable s'était produit. Les rosiers blancs, que l'on pensait depuis longtemps avoir été éliminés par une taille excessive et l'âge, ont refleuri.
Juliette Martel se tenait dans la lumière matinale, un sécateur à la main, ses gants saupoudrés de terre. Elle ne ressemblait plus à un fantôme du passé. Son teint était rouge de travail, ses cheveux attachés en une tresse lâche, ses vêtements simples et pratiques. Le château, sous sa direction, avait amorcé sa propre renaissance silencieuse. Le personnel revint lentement, les volets furent ouverts, les fenêtres lavées, les tapisseries furent retirées, nettoyées, puis remises en place. Même l'aile ouest fut descellée. Les invités commencèrent à arriver, écrivains, historiens et cousins éloignés, curieux de découvrir le domaine autrefois entouré de rumeurs. Mais personne n'est venu voir les fantômes. Ils sont venus voir la vérité, et elle le leur a donnée. À Paris, une audience discrète avait rendu les verdicts. Gilles Martel fut condamné à une lourde peine de prison. Sa condamnation pour séquestration et tentative de meurtre était sans équivoque. Le testament, l'asile à l'église. Sa fortune avait été partagée, une grande partie revenant à la lignée légitime des Martel. Madame de Bigny, bien que jamais inculpée, avait complètement disparu de la région. Les villageois murmuraient qu'elle était revenue dans sa Bretagne natale, mais certains prétendaient qu'elle avait tout simplement disparu dans l'ombre qu'elle avait autrefois si soigneusement préservée. Et quant à Hercule Poirot, il était de nouveau à Londres. Son nom n'avait pas été prononcé au château, mais n'avait jamais été oublié. Juliette conservait désormais le journal de Lucien dans son bureau privé. Il reposait dans une vitrine à côté du testament original et d'une seule lettre conservée de Lucien, écrite 2 jours avant sa mort. Parfois, elle le lisait à voix haute, lorsque les couloirs du château étaient trop silencieux. Parfois, elle laissait la mallette ouverte, comme pour lui permettre de respirer. Dans une lettre, il avait écrit « Si la justice échoue, que la mémoire perdure. Si le silence triomphe, que le murmure demeure. » Et ainsi murmura-t-elle, aux murs, aux rosiers, aux ombres de la crypte, aux fantômes de sa famille, pas par peur, mais le souvenir. Un jour, une lettre arriva. Elle était manuscrite, en taille douce parfaite, sur du papier à lettres bleu pâle. Ma chère mademoiselle Juliette, c'est pour moi une grande satisfaction d'apprendre que le château respire à nouveau, non pas comme un monument à la tragédie, mais comme un gardien de la vérité. Il ne faut jamais craindre ce qui a été, seulement ce qui est caché, et désormais, plus rien n'est caché. Je joins comme promis la dernière page que j'ai retenue, non par tromperie, mais par mesure de protection. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Avec admiration et respect, Hercule Poirot. S'y joint un simple bout de papier. Dernière entrée de Lucien. J'entends quelqu'un derrière le miroir. Je crois qu'il sait que je sais. Si je pars demain, qu'il se souvienne que j'aimais cette maison. Je ne voulais que la vérité. Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur d'être oublié. Juliette a placé la page dans le journal, puis elle ferma le livre, et tandis que le vent se levait dans les arbres au-delà des hautes fenêtres du château noir, et que les roses blanches bougeaient dans leurs massifs comme des dormeurs se retournant doucement dans un rêve, elle murmura à haute voix. « Tu n'as pas été oublié. »